qu'il est glorieux d'ouvrir une nouvelle carrière et de paraître tout à coup dans le monde savant, un livre de découvertes à la main, comme une comète inattendue étincelle dans l'espace. Non, je ne tiendrai plus mon livre in petto. Le voilà, messieurs, lisez. J'ai entrepris et exécuté un voyage de 42 jours autour de ma chambre. Les observations intéressantes que j'ai faites et le plaisir continuel que j'ai éprouvé le long du chemin me faisaient désirer de le rendre public, la certitude d'être utile m'y a décidé. Mon cœur éprouve une satisfaction inexprimable lorsque je pense au nombre infini de malheureux auxquels j'offre une ressource assurée contre l'ennui et un adoucissement aux maux qu'ils endurent. Le plaisir qu'on trouve à voyager dans sa chambre est à l'abri de la jalousie inquiète des hommes. Il est indépendant de la fortune. Est-il en effet d'être assez malheureux, assez abandonné, pour n'avoir pas un réduit où il puisse se retirer et se cacher à tout le monde? Voilà tous les attraits du voyage. Je suis sûr que tout homme sensé adoptera mon système, de quelque caractère qu'il puisse être, et quel que soit son tempérament. Qu'il soit avare ou prodigue, riche ou pauvre, jeune ou vieux, né sous la zone torride ou près du pôle, il peut voyager comme moi. Enfin, dans l'immense famille des hommes qui fourmillent sur la surface de la terre, il n'en est pas un seul. Non, pas un seul. J'entends de ceux qui habitent des chambres qui puissent, après avoir lu ce livre, refuser son approbation à la nouvelle manière de voyager que j'introduis dans le monde. Je pourrais commencer l'éloge de mon voyage par dire qu'il ne m'a rien coûté. Cet article mérite attention. Le voilà d'abord prôné, fêté par des gens d'une fortune médiocre. Il est une autre classe d'hommes auprès de laquelle il est encore plus sûr d'un heureux succès, par cette même raison qu'il ne coûte rien. Auprès de qui donc? Et quoi? Vous le demandez. C'est auprès des gens riches. D'ailleurs, de quelle ressource cette manière de voyager n'est-elle pas pour les malades? Ils n'auront point à craindre l'intempérie de l'air et des saisons. Pour les poltrons, ils seront à l'abri des voleurs. Ils ne rencontreront ni précipices, ni fondrières. Des milliers de personnes qui, avant moi, n'avaient point osé, d'autres qui n'avaient pu, d'autres enfin qui n'avaient pas songé à voyager, vont s'y résoudre à mon exemple. L'être le plus indolent hésiterait-il à se mettre en route avec moi pour se procurer un plaisir qui ne lui coûtera ni peine ni argent? Courage donc, partons. Suivez-moi, vous tous qu'une mortification de l'amour, une négligence de l'amitié retiennent dans votre appartement, loin de la petitesse et de la perfidie des hommes. Que tous les malheureux, les malades et les ennuyés de l'univers me suivent, que tous les paresseux se lèvent en masse. Et vous, qui roulez dans votre esprit des projets sinistres de réforme ou de retraite pour quelque infidélité, vous, qui dans un boudoir renoncez au monde pour la vie, aimables à la correcte d'une soirée, venez aussi, quittez, croyez-moi, ces noires idées. Vous perdez un instant pour le plaisir sans en gagner un pour la sagesse. Daignez m'accompagner dans mon voyage. Nous marcherons à petites journées, en riant le long du chemin, des voyageurs qui ont vu Rome et Paris. Aucun obstacle ne pourra nous arrêter. Et nous livrant gaiement à notre imagination, nous la suivrons partout où il lui plaira de nous conduire. Il y a tant de personnes curieuses dans le monde. Je suis persuadée qu'on voudrait savoir pourquoi mon voyage autour de ma chambre a duré 42 jours, au lieu de 44, ou de tout autre espace de temps. Mais comment l'apprendrais-je au lecteur, puisque je l'ignore moi-même? Tout ce que je puis assurer, c'est que si l'ouvrage est trop long à son gré, il n'a pas dépendu de moi de le rendre plus court. Toute vanité du voyageur à part, je me serais contentée d'un chapitre. J'étais, il est vrai, dans ma chambre avec tout le plaisir et l'agrément possible, mais hélas, je n'étais pas le maître d'en sortir à ma volonté. Je crois même que sans l'entremise de certaines personnes puissantes qui s'intéressaient à moi et pour lesquelles ma reconnaissance n'est pas éteinte, j'aurais eu tout le temps de mettre un in folio au jour, tant les protecteurs qui me faisaient voyager dans ma chambre
était disposé en ma faveur. Et cependant, lecteur raisonnable, voyez combien ces hommes avaient tort, et saisissez bien, si vous le pouvez, la logique que je vais vous exposer. Est-il rien de plus naturel et de plus juste que de se couper la gorge avec quelqu'un qui vous marche sur le pied par inadvertance, ou bien qui laisse échapper quelques termes piquants dans un moment de dépit dont votre imprudence est la cause, ou bien enfin qui a le malheur de plaire à votre maîtresse? On va dans un pré, et là, comme Nicole faisait avec le bourgeois gentilhomme, on essaie de tirer carte lorsqu'il part tierce. Et pour que la vengeance soit sûre et complète, on lui présente sa poitrine découverte, et on court le risque de se faire tuer par son ennemi pour se venger de lui. On voit que rien n'est plus conséquent. Et toutefois, on trouve des gens qui désapprouvent cette louable coutume. Mais ce qui est aussi conséquent que tout le reste, c'est que ces mêmes personnes qui la désapprouvent et qui veulent qu'on la regarde comme une faute grave traiteraient encore plus mal celui qui refuserait de la commettre. Plus d'un malheureux, pour se conformer à leur avis, a perdu sa réputation et son emploi, en sorte que lorsqu'on a le malheur d'avoir ce qu'on appelle une affaire, on ne ferait pas mal de tirer au sort pour savoir si on doit la finir suivant les lois ou suivant l'usage. Et comme les lois et l'usage sont contradictoires, les juges pourraient aussi jouer leur sentence au but. Et probablement aussi, c'était une décision de ce genre qu'il faut recourir pour expliquer pourquoi et comment mon voyage a duré 42 jours juste. Ma chambre est située sous le 45e degré de latitude, selon les mesures du père Beccaria. Sa direction est de levant au couchant. Elle forme un carré long qui a 36 pas de tour en rasant la muraille de bien près. Mon voyage en contiendra cependant davantage, car je la traverserai souvent en long et en large, ou bien diagonalement, sans suivre de règles ni de méthode. Je ferai même des zigzags, et je parcourrai toutes les lignes possibles en géométrie, si le besoin l'exige. Je n'aime pas les gens qui sont si forts les maîtres de leurs pas et de leurs idées, qui disent « Aujourd'hui, je ferai 3 visites, j'écrirai 4 lettres, je finirai cet ouvrage que j'ai commencé. » Mon âme est tellement ouverte à toutes sortes d'idées, de goûts et de sentiments. Elle reçoit si avidement tout ce qui se présente. Et pourquoi refuserait-elle les jouissances qui sont éparses sur le chemin difficile de la vie? Elles sont si rares, si clairsemées, qu'il faudrait être fou pour ne pas s'arrêter, se détourner même de son chemin pour cueillir toutes celles qui sont à notre portée. Il n'en est pas de plus attrayante, selon moi, que de suivre ses idées à la piste, comme le chasseur poursuit le gibier, sans affecter de tenir aucune route. Aussi, lorsque je voyage dans ma chambre, je parcours rarement une ligne droite. Je vais de ma table vers un tableau qui est placé dans un coin. De là, je pars obliquement pour aller à la porte. Mais quoi qu'en partant, mon intention soit bien de m'y rendre, si je rencontre mon fauteuil en chemin, je ne fais pas de façon. Je m'y arrange tout de suite. C'est un excellent meuble qu'un fauteuil. Il est surtout de la dernière utilité pour tout homme méditatif. Dans les longues soirées d'hiver, il est quelquefois doux et toujours prudent de s'y étendre mollement, loin du fracas des assemblées nombreuses. Un bon feu, des livres, des plumes, que de ressources contre l'ennui. Et quel plaisir encore d'oublier ses livres et ses plumes pour tisonner son feu, en se livrant à quelques douces méditations ou en arrangeant quelques rimes pour égayer ses amis. Les heures glissent alors sur vous et tombent en silence dans l'éternité, sans vous faire sentir leur triste passage. Après mon fauteuil, en marchant vers le nord, on découvre mon lit, qui est placé au fond de ma chambre et qui forme la plus agréable perspective. Il est situé de la manière la plus heureuse. Les premiers rayons du soleil viennent se jouer dans mes rideaux. Je les vois, dans les beaux jours d'été, s'avancer le long de la muraille blanche à mesure que le soleil s'élève. Les ormes qui sont devant ma fenêtre les divisent de 1000 manières et les font balancer sur mon lit, couleur de rose et blanc, qui répandent de tous côtés une teinte charmante par leur réflexion.
J'entends le gazouillement confus des hirondelles qui se sont emparées du toit de la maison et des autres oiseaux qui habitent les ormes. Alors, 1000 idées riantes occupent mon esprit, et dans l'univers entier, personne n'a un réveil aussi agréable et aussi paisible que le mien. J'avoue que j'aime à jouir de ces doux instants, et que je prolonge toujours autant qu'il est possible le plaisir que je trouve à méditer dans la douce chaleur de mon lit. Est-il un théâtre qui prête plus à l'imagination, qui réveille de plus tendres idées que le meuble où je m'oublie quelquefois? Lecteur modeste, ne vous effrayez point, mais ne pourrais-je donc parler du bonheur d'un amant qui serre pour la première fois dans ses bras une épouse vertueuse? Plaisir ineffable, que mon mauvais destin me condamne à ne jamais goûter. N'est-ce pas dans un lit qu'une mère, ivre de joie à la naissance d'un fils, oublie ses douleurs? C'est là que les plaisirs fantastiques, fruits de l'imagination et de l'espérance, viennent nous agiter. Enfin, c'est dans ce meuble délicieux que l'on oublie pendant une moitié de la vie les chagrins de l'autre moitié. Mais quelle foule de pensées agréables et tristes se pressent à la fois dans mon cerveau, mélange étonnant de situations terribles et délicieuses. Un lit nous voit naître et nous voit mourir. C'est le théâtre variable où le genre humain joue tour à tour des drames intéressants, des farces risibles et des tragédies épouvantables. C'est un berceau garni de fleurs. C'est le trône de l'amour. C'est un sépulcre. Ce chapitre n'est absolument que pour les métaphysiciens. Il va jeter le plus grand jour sur la nature de l'homme. C'est le prisme avec lequel on pourra analyser et décomposer les facultés de l'homme en séparant la puissance animale des rayons purs de l'intelligence. Il me serait impossible d'expliquer comment et pourquoi je me brûlais les doigts au premier pas que je fis en commençant mon voyage, sans expliquer dans le plus grand détail au lecteur mon système de l'âme et de la bête. Cette découverte métaphysique influe d'ailleurs tellement sur mes idées et sur mes actions qu'il serait très difficile de comprendre ce livre si je n'en donnais la clé au commencement. Je me suis aperçu par diverses observations que l'homme est composé d'une âme et d'une bête. Ces deux êtres sont absolument distincts, mais tellement emboîtés l'un dans l'autre, ou l'un sur l'autre, qu'il faut que l'âme ait une certaine supériorité sur la bête pour être en état de faire la distinction. Je tiens d'un vieux professeur, c'est du plus loin qu'il me souvienne, que Platon appelait la matière l'autre. C'est fort bien. Mais j'aimerais mieux donner ce nom par excellence à la bête qui est jointe à notre âme. C'est réellement cette substance qui est l'autre et qui nous glutine d'une manière si étrange. On s'aperçoit bien, en gros, que l'homme est double. Mais c'est, dit-on, parce qu'il est composé d'une âme et d'un corps. Et l'on accuse ce corps de je ne sais combien de choses, mais bien mal à propos, assurément, puisqu'il est aussi incapable de sentir que de penser. C'est à la bête qu'il faut s'en prendre, à cet être sensible, parfaitement distinct de l'âme, véritable individu qui a son existence séparée, ses goûts, ses inclinations, sa volonté, et qui n'est au-dessus des autres animaux que parce qu'il est mieux élevé et pourvu d'organes plus parfaits. Messieurs et mesdames, soyez fiers de votre intelligence, tant qu'il vous plaira. Mais défiez-vous beaucoup de l'eau, surtout quand vous êtes ensemble. J'ai fait je ne sais combien d'expériences sur l'union de ces deux créatures hétérogènes. Par exemple, j'ai reconnu clairement que l'âme peut se faire obéir par la bête et que par un fâcheux retour, celle-ci oblige très souvent l'âme d'agir contre son gré. Dans les règles, l'une a le pouvoir législatif et l'autre le pouvoir exécutif, mais ces deux pouvoirs se contrarient souvent. Le grand art d'un homme de génie est de savoir bien élever sa bête, afin qu'elle puisse aller seule, tandis que l'âme, délivrée de cette pénible accointance, peut s'élever jusqu'au ciel. Mais il faut éclaircir ceci par un exemple. Lorsque vous lisez un livre, monsieur, et qu'une idée plus agréable entre tout à coup dans votre imagination, votre âme s'y attache tout de suite et oublie le livre, tandis que vos yeux suivent machinalement les mots et les lignes,
Vous achevez la page sans la comprendre et sans vous souvenir de ce que vous avez lu. Cela vient de ce que votre âme, ayant ordonné à sa compagne de lui faire la lecture, ne l'a point avertie de la petite absence qu'elle allait faire, en sorte que l'autre continuait la lecture, tandis que votre âme n'écoutait plus. S'il est utile et agréable d'avoir une âme dégagée de la matière, au point de la faire voyager toute seule lorsqu'on le juge à propos, cette faculté a aussi ses inconvénients. C'est à elle, par exemple, que je dois la brûlure dont j'ai parlé dans les chapitres précédents. Je donne ordinairement à ma bête le soin des apprêts de mon déjeuner. C'est elle qui fait griller mon pain et le coupe en tranches. Elle fait à merveille le café et le prend même très souvent sans que mon âme s'en mêle, à moins que celle-ci ne s'amuse à la voir travailler. Mais cela est rare et très difficile à exécuter, car il est aisé, lorsqu'on fait quelque opération mécanique, de penser à toute autre chose. Mais il est extrêmement difficile de se regarder agir, pour ainsi dire, ou pour m'expliquer, suivant mon système, d'employer son âme à examiner la marche de la bête et de la voir travailler sans y prendre part. Voilà le plus étonnant tour de force métaphysique que l'homme puisse exécuter. J'avais couché mes pincettes sur la brette pour faire griller mon pain, et quelque temps après, tandis que mon âme voyageait, voilà qu'une souche enflammée roule sur le foyer. Ma pauvre bête porta la main aux pincettes et je me brûlais les doigts. J'espère avoir suffisamment développé mes idées dans les chapitres précédents pour donner à penser au lecteur et pour le mettre à même de faire des découvertes dans cette brillante carrière. Il ne pourra qu'être satisfait de lui s'il parvient un jour à savoir faire voyager son âme toute seule. Les plaisirs que cette faculté lui procurera balanceront du reste les quiproquos qui pourront en résulter. Est-il une jouissance plus flatteuse que celle d'entendre ainsi son existence, d'occuper à la fois la terre et les cieux, et de doubler, pour ainsi dire, son être? Le désir éternel n'est jamais satisfait de l'homme. N'est-il pas d'augmenter sa puissance et ses facultés, de vouloir être où il n'est pas, de rappeler le passé et de vivre dans l'avenir? Il veut commander les armées, présider aux académies, il veut être adoré des belles. Et s'il possède tout cela, il regrette alors les champs et la tranquillité et porte envie à la cabane des bergers. Ce projet, ces espérances échouent sans cesse contre les malheurs réels attachés à la nature humaine. Il ne saurait trouver le bonheur. Un quart d'heure de voyage avec moi lui en montrera le chemin. Que ne laisse-t-il à l'autre ces misérables soins, cette ambition qui le tourmente? Viens, pauvre malheureux, fais un effort pour rompre ta prison, et du haut du ciel où je vais te conduire, du milieu des orbes célestes et de l'empyrée, regarde ta bête lancée dans le monde, courir toute seule la carrière de la fortune et des honneurs. Vois avec quelle gravité elle marche parmi les hommes. La foule s'écarte avec respect, et crois-moi, personne ne s'apercevra qu'elle est toute seule. C'est le moindre souci de la cohue, au milieu de laquelle elle se promène, de savoir si elle a une âme ou non, si elle pense ou non. 1000 femmes sentimentales l'aimeront à la fureur, sans s'en apercevoir. Elle peut même s'élever sans le secours de ton âme, à la plus haute faveur et à la plus grande fortune. Enfin, je ne m'étonnerai nullement si de notre retour de l'Empyrée, ton âme en rentrant chez elle se trouvait dans la bête d'un grand seigneur. Qu'on n'aille pas croire qu'au lieu de tenir ma parole en donnant la description de mon voyage autour de ma chambre, je bats la campagne pour me tirer d'affaire. On se tromperait fort, car mon voyage continue réellement. Et pendant que mon âme, se repliant sur elle-même, parcourait dans le chapitre précédent les détours tortueux de la métaphysique, j'étais dans mon fauteuil, sur lequel je m'étais renversé, de manière que ses 2 pieds antérieurs s'étaient élevés à 2 pouces de terre. Et tout en me balançant à droite et à gauche, et gagnant du terrain, j'étais insensiblement parvenu tout près de la muraille.
C'est la manière dont je voyage lorsque je ne suis pas pressé. Là, ma main s'était emparée machinalement du portrait de Madame de Haut-Castel, et l'autre s'amusait à ôter la poussière qui le couvrait. Cette occupation lui donnait un plaisir tranquille, et ce plaisir se faisait sentir à mon âme, quoiqu'elle fût perdue dans les vastes plaines du ciel. Car il est bon d'observer que lorsque l'esprit voyage ainsi dans l'espace, il tient toujours au sens par je ne sais quel lien secret, en sorte que sans se déranger de ses occupations, il peut prendre part aux jouissances paisibles de l'autre. Mais si ce plaisir augmente à un certain point, ou si elle est frappée par quelque spectacle inattendu, l'âme aussitôt reprend sa place avec la vitesse de l'éclair. C'est ce qui m'arriva tandis que je nettoyais le portrait. À mesure que le linge enlevait la poussière et faisait paraître les boucles de cheveux blonds et la guirlande de roses dont ils sont couronnés, mon âme, depuis le soleil où elle s'était transportée, sentit un léger frémissement de plaisir et partagea sympathiquement la jouissance de mon cœur. Cette jouissance devint moins confuse et plus vive lorsque le linge d'un seul coup découvrit le front éclatant de cette charmante physionomie. Mon âme fut sur le point de quitter les cieux pour jouir du spectacle. Mais se fût-elle trouvée dans les Champs-Élysées, eût-elle assisté à un concert de chérubins, elle n'y serait pas demeurée une demi-seconde lorsque sa compagne, prenant toujours plus d'intérêt à son ouvrage, s'avisa de saisir une éponge mouillée qu'on lui présentait et de la passer tout à coup sur les sourcils et les yeux, sur le nez, sur les joues, sur cette bouche. Adieu, le cœur me bat, sur le menton, sur le sein. Ce fut l'affaire d'un moment. Toute la figure parut renaître et sortir du néant. Mon âme se précipita du ciel comme une étoile tombante. Elle trouva l'autre dans une extase ravissante et parvint à l'augmenter en la partageant. Cette situation singulière et imprévue fit disparaître le temps et l'espace pour moi. J'existais pour un instant dans le passé et je rajeunis contre l'ordre de la nature. Oui, la voilà, cette femme adorée. C'est elle-même. Je la vois qui sourit. Elle va parler pour dire qu'elle m'aime. Elle regarde. Viens que je te serre contre mon cœur, âme de ma vie, ma seconde existence. Viens partager mon ivresse et mon bonheur. Ce moment fut court, mais il fut ravissant. La froide raison reprit bientôt son empire, et dans l'espace d'un clin d'œil, je vieillis d'une année entière. Mon cœur devint froid, glacé, et je me trouvais de niveau avec la foule des indifférents qui pèsent sur le globe. Il ne faut pas anticiper sur les événements. L'empressement de communiquer au lecteur mon système de l'âme et de la bête m'a fait abandonner la description de mon lit plutôt que je ne le devais. Lorsque je l'aurai terminé, je reprendrai mon voyage à l'endroit où je l'ai interrompu dans le chapitre précédent. Je vous prie seulement de vous ressouvenir que nous avons laissé la moitié de moi-même, tenant le portrait de Madame de Haut-Castel, tout près de la muraille à 4 pas de mon bureau. J'avais oublié, en parlant de mon lit, de conseiller à tout homme qu'il pourra d'avoir un lit couleur de rose et blanc. Il est certain que les couleurs influent sur nous, au point de nous égayer ou de nous attrister, suivant leur nuance. Le rose et le blanc sont 2 couleurs consacrées au plaisir et à la félicité. La nature, en lui donnant à la rose, lui a donné la couronne de l'empire de Flore. Et lorsque le ciel veut annoncer une belle journée au monde, il colore les nues de cette teinte charmante au lever du soleil. Un jour, nous montions avec peine le long d'un sentier rapide. L'aimable Rosalie était en avant. Son agilité lui donnait des ailes, nous ne pouvions la suivre. Tout à coup, arrivée au sommet d'un tertre, elle se tourna vers nous pour reprendre haleine et sourit à notre rencontre. Jamais, peut-être, les 2 couleurs dont je fais l'éloge n'avaient ainsi triomphé. Ses joues enflammées, ses lèvres de corail, ses dents brillantes, son cou d'albâtre, sur un fond de verdure, frappèrent tous les regards. Il fallut nous arrêter pour la contempler. Je ne dis rien de ses yeux bleus, ni du regard qu'elle jeta sur nous, parce que je sortirai de mon sujet, et que d'ailleurs je n'y pense jamais que le moins qu'il m'est possible.
Il me suffit d'avoir donné le plus bel exemple imaginable de la supériorité de ces deux couleurs sur toutes les autres et de leur influence sur le bonheur des hommes. Je n'irai pas plus avant aujourd'hui. Quel sujet pourrais-je traiter qui ne fût insipide? Quelle idée n'est pas effacée par cette idée? Je ne sais même quand je pourrais me remettre à l'ouvrage. Si je le continue, et que le lecteur désire en voir la fin, qu'il s'adresse à l'ange distributeur des pensées, et qu'il le prie de ne plus mêler l'image de ce tertre parmi la foule des pensées décousues qu'il me jette à tout instant. Sans cette précaution, c'en est fait de mon voyage. Le tertre. Les efforts sont. Il faut remettre la partie et séjourner ici, malgré moi. C'est une étape méditée. J'ai dit que j'aimais singulièrement à méditer dans la douceur de mon lit, et que sa couleur agréable contribue beaucoup au plaisir que j'y trouve. Pour me procurer ce plaisir, mon domestique a reçu l'ordre d'entrer dans ma chambre une demi-heure avant celle où j'ai résolu de me lever. Je l'entends marcher légèrement et tripoter dans ma chambre avec discrétion, et ce bruit me donne l'agrément de me sentir sommeiller, plaisir délicat et inconnu de bien des gens. On est assez éveillé pour s'apercevoir qu'on ne l'est pas tout à fait, et pour calculer confusément que l'heure des affaires et des ennuis est encore dans le sablier du temps. Insensiblement, mon homme devient plus bruyant. Il est si difficile de se contraindre. D'ailleurs, il sait que l'heure fatale approche. Il regarde à ma montre et fait sonner les breloques pour m'avertir, mais je fais la sourde oreille. Et pour allonger encore cette heure charmante, il n'est sorte de chicane que je ne fasse à ce pauvre malheureux. J'ai 100 ordres préliminaires à lui donner pour gagner du temps. Il sait fort bien que ces ordres que je lui donne d'assez mauvaise humeur ne sont que des prétextes pour rester au lit, sans paraître le désirer. Il ne fait pas semblant de s'en apercevoir, et je lui en suis vraiment reconnaissant. Lorsqu'enfin j'ai épuisé toutes mes ressources, il s'avance au milieu de ma chambre et se plante là, les bras croisés, dans la plus parfaite immobilité. On m'avouera qu'il n'est pas possible de désapprouver ma pensée avec plus d'esprit et de discrétion. Aussi, je ne résiste jamais à cette invitation tacite. J'étends les bras pour lui témoigner que j'ai compris, et me voilà assis. Si le lecteur réfléchit sur la conduite de mon domestique, il pourra se convaincre dans certaines situations délicates, du genre de celle-ci, la simplicité et le bon sens valent infiniment mieux que l'esprit le plus adroit. J'ose assurer que le discours le plus étudié sur les inconvénients de la paresse ne me déciderait pas à sortir aussi promptement de mon lit que le reproche muet de M. Joannetti. C'est un parfait honnête homme que M. Joannetti, et en même temps celui de tous les hommes qui convenaient le plus à un voyageur comme moi. Il est accoutumé aux fréquents voyages de mon âme et ne rit jamais des inconséquences de l'autre. Il la dirige même quelquefois lorsqu'elle est seule, en sorte qu'on pourrait dire alors qu'elle est conduite par deux âmes. Lorsqu'elle s'habille, par exemple, il m'avertit par un signe qu'elle est sur le point de mettre ses bas à l'envers ou son habit avant sa veste. Mon âme s'est souvent amusée à le voir, le pauvre Joannetti, courir après la folle sous les berceaux de la citadelle pour l'avertir qu'elle avait oublié son chapeau, une autre fois son mouchoir. Un jour, l'avouerai-je, sans ce fidèle domestique qui la rattrapa au bas de l'escalier, l'étourdie s'acheminait vers la cour sans épée, aussi hardiment que le grand maître des cérémonies portant le buste de baguette. « Tiens, Joannetti, lui dis-je, raccroche ce portrait. » Il m'avait aidé à le nettoyer, et il ne se doutait non plus de tout ce qui a produit ce chapitre du portrait que de ce qui se passe dans la vie. C'était lui qui, de son propre mouvement, m'avait présenté l'éponge mouillée, et qui, par cette démarche, en apparence indifférente, avait fait parcourir à mon âme 100 millions de lieues en un instant. Au lieu de le remettre à sa place, il le tenait pour l'essuyer à son tour. Une difficulté, un problème à résoudre, lui donnait un air de curiosité que je remarquai. « Voyons, lui dis-je, que trouves-tu à redire dans ce portrait ? » ?»« Oh, rien, monsieur. » »« Mais encore. » Il le posa debout sur une des tablettes de mon bureau, puis s'éloignant de quelques pas. « Je voudrais, dit-il,
que monsieur m'expliqua pourquoi ce portrait me regarde toujours, quel que soit l'endroit de la chambre où je me trouve. Le matin, lorsque je fais le lit, sa figure se tourne vers moi. Si je vais à la fenêtre, elle me regarde encore et me suit les yeux en chemin. En sorte, Joanetti, lui dis-je, que si la chambre était pleine de monde, cette belle âme lorgnerait de tous côtés et tout le monde à la fois. Ah oui, monsieur. Elle sourirait aux allants et aux venants, tout comme à moi. Joanetti ne répondit rien. Je m'étendis dans mon fauteuil et baissant la tête, je me livrai aux méditations les plus sérieuses. Quel trait de lumière, pauvre âme. Tandis que tu te morfonds loin de ta maîtresse, auprès de laquelle tu es peut-être déjà remplacé, tandis que tu fixes avidement tes yeux sur son portrait, et que tu t'imagines, au moins en peinture, être le seul regardé, la perfide effigie, aussi infidèle que l'original, porte ses regards sur tout ce qui l'entoure, et sourit à tout le monde. Voilà une ressemblance morale entre certains portraits et leurs modèles, qu'aucun philosophe, aucun peintre, aucun observateur n'avait encore aperçu. Je marche de découvertes en découvertes. Joanetti était toujours dans la même attitude en attendant l'explication qu'il m'avait demandée. Je sortis la tête des plis de mon habit de voyage, où je l'avais enfoncé, pour méditer à mon aise et pour me remettre des tristes réflexions que je venais de faire. Ne vois-tu pas, Joanetti, lui dis-je, après un moment de silence et tournant mon fauteuil de son côté, ne vois-tu pas qu'un tableau étant une surface plane, les rayons de lumière qui partent de chaque point de cette surface. Joanetti, à cette explication, ouvrit tellement les yeux qu'il en laissait voir la prunelle tout entière. Il avait, en outre, la bouche entrouverte. Ces deux mouvements dans la figure humaine annoncent, selon le fameux Lebrun, le dernier période de l'économie. C'était ma bête, sans doute, qui avait entrepris une semblable dissertation. Mon âme savait de reste que Joanetti ignore complètement ce que c'est qu'une surface plane, et encore plus ce que sont des rayons de lumière. La prodigieuse dilatation de ses paupières m'ayant fait rentrer en moi-même, je me remis la tête dans le collet de mon habit de voyage et je l'y enfonçai tellement que je parvins à la cacher presque tout entière. Je résolus de dîner en cet endroit. La matinée était fort avancée. Un pas de plus dans ma chambre aurait porté mon dîner à la nuit. Je me glissai jusqu'au bord de mon fauteuil et mettant les deux pieds sur la cheminée, j'attendis patiemment le repas. C'est une attitude délicieuse que c'est. Il serait, je crois, bien difficile d'en trouver une autre qui réunit autant d'avantages et qui fût aussi commode pour les séjours inévitables dans un long voyage. Rosine, ma chienne fidèle, ne manque jamais de venir alors tirailler les basques de mon habit de voyage pour que je la prenne sur moi. Elle y trouve un lit tout arrangé et fort commode, au sommet de l'angle que forment les deux parties de mon corps. Un V consonne représente à merveille ma situation. Rosine s'élance sur moi, si je ne la prends pas assez tôt à son gré. Je la trouve souvent là, sans savoir comment elle y est venue. Mes mains s'arrangent d'elles-mêmes de la manière la plus favorable à son bien-être, soit qu'il y ait une sympathie entre cette aimable bête et la mienne, soit que le hasard seul en décide. Mais je ne crois point au hasard de ce triste système, à ce mot qui ne signifie rien. Je croirais plutôt au magnétisme. Je croirais plutôt au martinisme. Non, je n'y croirai jamais. Il y a une telle réalité dans les rapports qui existent entre ces deux animaux que lorsque je mets les deux pieds sur la cheminée, par pure distraction, lorsque l'heure du dîner est encore éloignée et que je ne pense nullement à prendre l'état, toutefois, Rosine, présente à ce moment, trahit le plaisir qu'elle éprouve en remuant légèrement la queue. La discrétion la retient à sa place, et l'autre, qui s'en aperçoit, lui en sait gré. Quoiqu'incapable de raisonner sur la cause qui le produit, il s'établit ainsi entre elles un dialogue muet, un rapport de sensations très agréable et qui ne saurait absolument être attribué au hasard. Qu'on ne me reproche pas d'être prolixe dans les détails. C'est la manière des voyageurs.
Lorsqu'on part pour monter sur le Mont Blanc, lorsqu'on va visiter la large ouverture du tombeau d'Empédocle, on ne manque jamais de décrire exactement les moindres circonstances, le nombre de personnes, celui des mulets, la qualité des provisions, l'excellent appétit des voyageurs, tout enfin, jusqu'au faux pas des montures, est soigneusement enregistré dans le journal, pour l'instruction de l'univers sédentaire. Sur ce principe, j'ai résolu de parler de ma chère Rosine, aimable animal que j'aime d'une véritable affection, et de lui consacrer un chapitre tout entier. Depuis 6 ans que nous vivons ensemble, il n'y a pas eu le moindre refroidissement entre nous. Ou s'il s'est élevé entre nous et moi, entre elle et moi quelques petites altercations, j'avoue de bonne foi que le plus grand tort a toujours été de mon côté, et que Rosine a toujours fait les premiers pas vers la réconciliation. Le soir, lorsqu'elle a été grondée, elle se retire tristement et sans murmurer. Le lendemain, à la pointe du jour, elle est auprès de mon lit, dans une attitude respectueuse, et au moindre mouvement de son maître, au moindre signe de réveil, elle annonce sa présence par les battements précipités de sa queue sur ma table de nuit. Et pourquoi refuserais-je mon affection à cet être caressant qui n'a jamais cessé de m'aimer depuis l'époque où nous avons commencé de vivre ensemble? Ma mémoire ne suffirait pas à faire l'énumération des personnes qui se sont intéressées à moi et qui m'ont oublié. J'ai eu quelques amis, plusieurs maîtresses, une foule de liaisons, encore plus de connaissances. Et maintenant, je ne suis plus rien de ce monde qui a oublié jusqu'à mon nom. Que de protestations, que d'offres de services. Ah, je pouvais compter sur leur fortune, sur une amitié éternelle et sans réserve. Ma chère Rosine, qui ne m'a point offert de service, me rend le plus grand service qu'on puisse rendre à l'humanité. Elle m'aimait jadis et m'aime encore aujourd'hui. Aussi, je ne crains point de le dire, je l'aime avec une portion du même sentiment que j'accorde à mes amis. Qu'on en dise ce qu'on en voudra. Nous avons laissé Joannetti dans l'attitude de l'étonnement, immobile devant moi, attendant la fin de la sublime explication que j'avais commencée. Lorsqu'il me vit enfoncer tout à coup la tête dans ma robe de chambre et finir ainsi mon explication, il ne douta pas un instant que je ne fusse resté court, faute de bonnes raisons, et de m'avoir par conséquent terrassé par la difficulté qu'il m'avait proposée. Malgré la supériorité qu'il en acquérait sur moi, il ne sentit pas le moindre mouvement d'orgueil et ne chercha point à profiter de son avantage. Après un petit moment de silence, il prit le portrait, le remit à sa place et se retira légèrement sur la pointe des pieds. Il sentait bien que sa présence était une espèce d'humiliation pour moi, et sa délicatesse lui suggéra de se retirer sans m'en laisser apercevoir. Sa conduite dans cette occasion m'intéressa vivement et le plaça toujours plus avant dans mon cœur. Il aura sans doute une place dans celui du lecteur. Et s'il en est quelqu'un assez insensible pour la lui refuser, après avoir lu le chapitre suivant, le ciel lui a sans doute donné un cœur de marbre. Morbleu, lui dis-je un jour, c'est pour la 3e fois que je vous ordonne de m'acheter une brosse. Quelle tête, quel animal! Il ne répondit pas un mot. Il n'avait rien répondu la veille à une pareille incartade. Il est si exact, disais-je. Je n'y concevais rien. Allez chercher un linge pour nettoyer mes souliers, lui dis-je en colère. Pendant qu'il allait, je me repentais de l'avoir ainsi brusqué. Mon courroux passa tout à fait lorsque je vis le soin avec lequel il tâchait d'ôter la poussière de mes souliers sans toucher à mes bas. J'appuyai ma main sur lui en signe de réconciliation. Quoi? Dis-je alors en moi-même. Il y a donc des hommes qui décrotent les souliers des autres pour de l'argent. Ce mot d'argent fut un trait de lumière qui vint m'éclairer. Je me ressouvins tout à coup qu'il y avait longtemps que je n'en avais point donné à mon domestique. Joannetti, lui dis-je en retirant mon pied, avez-vous de l'argent? Un demi-sourire de justification parut sur ses lèvres à cette demande. Non, monsieur, il y a 8 jours que je n'ai pas un sou. J'ai dépensé tout ce qui m'appartenait pour vos petites emplettes.
Et la brosse, c'est sans doute pour cela. Il sourit encore. Il aurait pu dire à son maître, « Non, je ne suis point une tête vide, un animal, comme vous avez eu la cruauté de le dire à votre fidèle serviteur. Payez-moi 23 livres 10 sous, 4 deniers, que vous me devez, et je vous achèterai votre brosse. » Il se laissa maltraiter, injustement, plutôt que d'exposer son maître à rougir de sa colère. Que le ciel le bénisse. Philosophe, chrétien, avez-vous lu? Tiens, Joannetti, lui dis-je, tiens, cours acheter la brosse. Mais monsieur, voulez-vous respirer ainsi, avec un soulier blanc et l'autre noir? Va, te dis-je, va acheter la brosse, laisse cette poussière sur mon soulier. Il sortit, je pris le linge et je nettoyai délicieusement mon soulier gauche, sur lequel je laissais tomber une larme de repentir. Avant d'aller plus loin, je veux détruire un doute qui pourrait être introduit dans l'esprit de mes lecteurs. Je ne voudrais pas, pour monde, qu'on me soupçonnât d'avoir entrepris ce voyage uniquement pour ne savoir que faire, et forcé en quelque manière par les circonstances. J'assure ici, et jure par tout ce qui m'est cher, que j'avais le dessein de l'entreprendre longtemps avant l'événement qui m'a fait perdre ma liberté pendant 42 jours. Cette retraite forcée ne fut qu'une occasion de me mettre en route plus tôt. Je sais que la protestation gratuite que je fais ici paraîtra suspecte à certaines personnes, mais je sais aussi que les gens soupçonneux ne liront pas ce livre. Ils ont assez d'occupations chez eux et chez leurs amis, et ils ont bien d'autres affaires, et les bonnes gens me croiront. Je conviens cependant que j'aurais préféré m'occuper de ce voyage dans un autre temps, et que j'aurais choisi pour l'exécuter le carême plutôt que le carnaval. Toutefois, des réflexions philosophiques qui me sont venues du ciel m'ont beaucoup aidé à supporter la privation des plaisirs que Turin présente en foule dans ces moments de bruit et d'agitation. Il est très sûr, me disais-je, que les murs de ma chambre ne sont pas aussi magnifiquement décorés que ceux d'une salle de bal. Le silence de ma cabine ne vaut pas l'agréable bruit de la musique et de la danse. Mais parmi les brillants personnages qu'on rencontre dans ces fêtes, il en est certainement de plus ennuyé que moi. Et pourquoi m'attacherais-je à considérer ceux qui sont dans une situation plus agréable, tandis que le monde fourmille de gens plus malheureux que je ne le suis dans la mienne, au lieu de me transporter par l'imagination dans ce superbe casin où tant de beautés sont éclipsées par la jeune Eugénie. Pour me trouver heureux, je n'ai qu'à m'arrêter un instant le long des rues qui y conduisent. Un tas d'infortunés, couchés, à demi nus sous les portiques de ces appartements somptueux, semblent près d'expirer de froid et de misère. Quel spectacle! Je voudrais que cette page de mon livre fût connue de tout l'univers. Je voudrais qu'on sût que dans cette ville, où tout respire l'opulence, pendant les nuits les plus froides de l'hiver, une foule de malheureux dorment à découvert, la tête appuyée sur une borne, sur le seuil d'un palais. Ici, c'est un troupeau d'enfants serrés les uns contre les autres pour ne pas mourir de froid. Là, c'est une femme tremblante et sans voix pour se plaindre. Les passants vont et viennent sans être émus d'un spectacle auquel ils sont accoutumés. Le bruit des carrosses, la voix de l'intempérance, les sons ravissants de la musique se mêlent quelquefois aux cris de ces malheureux et forment une horrible dissonance. Mais permettez-moi de vous le demander, monsieur. Vous amusez-vous autant qu'autrefois au bal et à la comédie? Pour moi, je dois vous l'avouer, depuis quelque temps, toutes les assemblées nombreuses m'inspirent une certaine terreur. J'y suis assailli par un songe sinistre. En vain, je fais mes efforts pour le chasser, et il revient toujours, comme celui d'Athalie. C'est peut-être parce que l'âme inondée aujourd'hui d'idées noires et de tableaux